déclare, comme c'est solennellement ouvert, ce congrès de la CATL sur l'actualité dans la kinésithérapie scénologique. Et on va lancer la première publication avec le docteur Daniel Serin, à qui je dois beaucoup, puisque c'est début 80 que je me suis présenté au Centre anticancéreux Sainte-Catherine pour aborder initialement le problème des lymphœdèmes, et qui depuis a été largement dépassé, puisqu'on s'est occupé de bien d'autres choses que cela, puisque ça va du post-opératoire jusqu'aux reconstructions, et un certain nombre d'attitudes consensuelles en kinésithérapie ont été déterminées à partir de ces rencontres et toutes ces patientes qu'on a pu prendre en charge. Voilà, donc Daniel Serin va parler pour sa communication. Il y a peut-être une chose que je souhaiterais quand même souligner, c'est qu'il y a bien plus de 25 ans, aux alentours de 1995, on avait édité une première édition d'un ouvrage qui s'appelle « Rééducation et cancer du sein ». Il y avait à l'époque 23 000 nouveaux cas par an, 11 000 décès. Aujourd'hui, les chiffres que nous connaissons de 2018 sont de près de 60 000 nouveaux cas recensés annuellement, avec 1 200 décès qui sont en relation avec les complications de cette maladie. Alors Daniel, peut-être une première question, on va lancer très rapidement pour ta réponse, je te remercie par avance. Comment on explique finalement que, alors que le nombre de cas traités a pratiquement triplé, l'augmentation du nombre de décès, qui est toujours important, n'est augmentée que finalement que de 10% sur ce temps? Alors, au plan épidémiologique, d'abord, je voudrais remercier Jean-Claude de son initiative, du travail qu'il a fait et de la chance qu'a eu Avignon de voir arriver un jeune kiné qui, à l'époque, s'appelle toujours Jean-Claude Ferrandez, qui avait des cheveux sur la tête bruns et qui, maintenant, nous a permis d'avancer et d'être une des zones où, probablement, les vérités, ou du moins la science, l'evidence-based medicine en kinésithérapie, a trouvé une application au quotidien. Donc, merci Jean-Claude pour tout ce que tu as fait. Pour ce qui est de l'épidémiologie du cancer du sein, en effet, en l'espace de 30 ans, on a multiplié pratiquement par 100% l'incidence de la maladie, alors que la mortalité est passée simplement, c'est beaucoup trop, de 10 000 décès à 11 000 décès dans ces mêmes 30 ans. Comment expliquer ça? Eh bien, c'est une des vertus du Centre international de recherche contre le cancer et de l'OMS d'avoir éclairé cette réalité. Il y a 2 éléments qui l'expliquent. Les 50 premiers pourcents de cette augmentation sont liés au vieillissement de la population et à l'augmentation des populations d'Europe occidentale et du restant du monde développé. Donc, cette augmentation de la population et du vieillissement, c'est 50% de l'augmentation de l'incidence. Les autres 50%, et c'est là où l'OMS a fait un progrès assez extraordinaire, c'est qu'elle a montré que ces 50% étaient liés à des phénomènes environnementaux. Quand je dis environnementaux, je ne parle pas comme Duflo, hein. Je parle environnement, à la fois ce qui est notre comportement, c'est-à-dire la diminution de l'activité physique, c'est l'obésité, qui représente la moitié de cette augmentation environnementale. L'autre moitié est liée à l'environnement, je dirais, chimique, qui a varié, qui a beaucoup évolué depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec tout ce qui est à la fois respiré, ce qui est mangé, etc., notre environnement que nous subissons. Donc, c'est pour ça que cette augmentation assez colossale de l'incidence, ce n'est pas une épidémie de cancer du sein que l'on constate, c'est simplement une évolution qui est liée à la transition épidémiologique avec l'irruption des phénomènes environnementaux et sociétaux dans l'augmentation des maladies, je dirais, qui sont liées au vieillissement de la population. Donc, c'est important. Voilà. Merci beaucoup, Daniel, déjà pour cette introduction. Je laisse Pierre-Henri et Agnès Bourassin qui vont s'occuper de poser ces 4 questions, je crois qu'il y en a 4 ou 5, à Daniel. Alors, donc, la galanterie a voulu que ce soit moi qui commence. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Quelle est la proportion d'hommes touchés par un cancer du sein? Et vous semble-t-il y avoir des différences dans la rééducation post-opératoire entre une femme et un homme? Alors, c'est une question facile, c'est une question pertinente, mais c'est une question, les réponses sont faciles. Premièrement, il y a 100 cancers du sein chez la femme pour 1 cancer du sein chez l'homme. Pourquoi? La réponse, c'est parce qu'il n'y a pas de cancer. Les hommes n'ont pas de sein.
et que les seuls hommes qui font des cancers du sein sont des gens qui ont soit une gynécomastie qui persiste après la puberté et qui peut être soumise aux facteurs épidémiologiques, environnementaux et autres, certaines maladies comme le Klinefelter, etc., mais c'est assez exceptionnel. Donc, un cancer du sein chez l'homme pour 5 cancers du sein chez la femme. Deuxièmement, y a-t-il une raison d'être traité différemment de l'homme et de la femme? Non. Le pronostic est-il différent? Non. Est-ce que les complications sont différentes? Non. Donc, ça se traite de la même façon. Merci. Je fais court, mais je crois que c'est ce qu'on attend de moi. Parfait. Bonsoir, docteur. Donc, la question suivante. Comment les soins de support de type psychologue, avec un psychologue, une assistante sociale ou de l'activité physique, peuvent-ils être pris en charge par les assurances maladie? Bonne question là encore. Il faut distinguer ce qui est les soins de support qui ont été définis dans la directive 2017 issue de l'HAS, qui sont 9 soins de support qui sont pris en charge par la sécurité sociale, par la protection sociale, des soins de confort, au premier rang desquels il y a la socio-esthétique, l'homéopathie, l'acupuncture, etc. Pour ce qui est des soins de support, ils sont pris en charge dans le budget hospitalier pour les patientes qui sont encore dans le système hospitalier, privé ou public. C'est une obligation. Pour ce qui est de la prise en charge de ces soins de support dans le secteur libéral, c'est beaucoup plus aléatoire. Ça relève soit d'une part des mutuelles, soit de l'action conjointe d'associations comme la Ligue de lutte contre le cancer, qui, par exemple, autour d'Avignon, à Cavaillon, Carpentras, etc., a créé des endroits où l'activité physique peut être réalisée sous l'action avec des appâts. Mais ça veut dire clairement qu'à la question que vous me posez, c'est que les assurances n'ont pas encore investi ce domaine et que ce domaine relève pour le moment de sa prise en charge dans le cadre hospitalier, du budget hospitalier. Après, c'est très aléatoire. Mais il faut savoir que c'est évolutif et que, par exemple, certaines mutuelles prennent en charge des forfaits de soutien psychologique sous 4 ou 5 séances. Mais ça dépend des territoires, des régions, et c'est très variable. Donc, la réponse, c'est que c'est très flou. Merci, docteur. Alors, donc, la régie me dit à Cognac-Jet, oula, qu'on est chaud, bon temps. qu'on est chaud, on est un peu chaud dans le timing, ouais. Et donc, on va faire juste une question de plus. Qu'en est-il je vais rajouter des facteurs génétiques dans le cancer du sein. Une de mes patientes a demandé pourquoi on m'avait parlé de ses antécédents familiaux de cancer. Elle a eu très peu d'informations sur la conduite à tenir vis-à-vis de ses filles, dépistage plus précoce et ou plus fréquent, tests génétiques, voire mastectomie préventive, tout ça avec des points d'interrogation. Alors, répondre en 30 secondes à une question pareille, c'est impossible. Bon courage. D'accord? Donc, c'est impossible. Donc, globalement, il y a 5% des cancers du sein en France et en Europe occidentale et aux États-Unis qui sont d'origine génétique. C'est-à-dire qu'on retrouve une mutation des gènes BRCA1 et BRCA2 qui ont été mis en évidence il y a une vingtaine d'années. Donc 5%. Il y a des patientes qui peuvent être des filles de ces malades qui ont eu un cancer du sein qui sont porteurs de la mutation sans avoir de cancer du sein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces femmes qui sont porteurs de la mutation mais qui n'ont pas de cancer du sein? C'est quand elles ont moins de 30 ans, c'est leur conseiller un examen des seins par un gynéco tous les 6 mois et quand elles ont plus de 30 ans, de rentrer dans le cadre du suivi des consultations d'oncogénétique qui sont ouvertes dans chaque centre anticancéreux, chaque CHU, qui permet à chaque patiente de donner des informations qui sont valides. C'est-à-dire qu'après 30 ans, on recommande pour quelqu'un qui a une mutation BRCA de pouvoir faire une fois par an une imagerie mammaire, IRM, mammo, plus ou moins écho, et un examen gynécologique tous les 6 mois. Donc ça, c'est très clair et ça a été déterminé par des recommandations de l'INCA. Vous pouvez retrouver ces publications sur les publications de l'INCA en 2017. C'est clair, net et précis. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse claire, nette et précise aussi. Merci. Il y a une question qui a été posée que je vais répondre d'un mot. Qu'est-ce que c'est que l'analgésie intratécale? C'est comme la péridurale. C'est-à-dire qu'on injecte dans l'espace autour de la moelle un produit qui a pour objectif de diminuer la douleur pour les patients. Donc, entre l'intratécale et la péridurale, il y a quelque chose de très proche. Voilà. Merci pour cette question. Impeccable. Merci beaucoup, Daniel. Je rassure les gens qui nous écoutent sur toutes les questions qui n'auront pas été posées. Elles seront sur le forum de la CATEL qui est ouvert à tout le monde. On le redira, on le dit et on le redira encore.
La communication suivante est celle du docteur Jean-Claude Darmon. Et je vous laisse l'interroger. Il est au bloc, il sort du bloc, c'est encore quelqu'un qui travaille. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui travaillent en France, beaucoup, et qui sont hyper spécialisés sur ce cancer du sein depuis des dizaines d'années. Jean-Claude, tu passes sur le fauteuil. Tu rappelles le thème, Jean-Claude? Oui, tout à fait, vas-y. Tu rappelles le thème. Oui, c'est l'actualisation en tout cas du traitement des cancers du sein que Jean-Claude a traité sur la partie chirurgicale, mais également radiothérapique et traitement médical. Question. Agnès. Pourquoi, bonsoir docteur Darmon, une des premières questions qui a été posée, pourquoi la technique du ganglion sentinelle par rapport à la technique du curage axillaire? Pourquoi plutôt le choix d'une des techniques ou l'autre? Alors, les techniques de ganglion sentinelle ont été mises au point parce que pendant de nombreuses années, nous avons effectué des curages qui s'avéraient inutiles. Inutiles parce que les progrès du dépistage ont rendu l'atteinte ganglionnaire extrêmement modeste. On s'est donc mis à chercher une technique qui permettait d'éviter le curage qui gardait sa morbidité qui était entière et de lui trouver une alternative. Les techniques de ganglion sentinelle ont ainsi été mises au point il y a une grosse vingtaine d'années. Et actuellement, leur place est réservée à des petites tumeurs qui concernent un seul cadran, qui sont prises en charge précocement, alors que les grosses tumeurs, pour être schématique et simple, ou les patientes qui ont déjà une atteinte ganglionnaire bénéficient de curage. Donc c'est une désescalade thérapeutique adapté à la présentation du cancer du sein tel qu'on le voit le plus souvent maintenant. Merci, docteur. Monsieur Darmon, deuxième question. Quelles sont les indications schématiquement quand on veut opter entre une tumorectomie ou une mastectomie? On essaye de garder le sein chaque fois que cela a du sens, c'est-à-dire que la taille de la tumeur est telle qu'une fois qu'on l'a ôté avec des marges de sécurité, le sein ressemble encore à quelque chose. C'est donc le rapport de la taille tumorale sur la taille du sein qui nous importe. De ce côté-là, les femmes qui ont une forte poitrine sont avantagées puisqu'on peut rester conservateur chez elles pour des tumeurs plus grosses que chez les femmes qui ont une poitrine plus menue. C'est donc principalement la taille de la tumeur qui nous guide. Le deuxième élément qui nous guide, la taille de la tumeur, le deuxième élément qui nous guide, c'est le type de maladie. Certaines maladies contre-indiquent la conservation du sein, comme les cancers du sein inflammatoires. Enfin, pour garder le sein, il faut être en situation de faire des rayons. Et chaque fois que les rayons sont interdits, parce que la personne a fait une maladie de Hodgkin, parce que la personne a déjà eu des rayons, on ne peut pas en refaire, on enlève le sein. Et enfin, Daniel Serin vient de le rappeler à l'instant, chez les patientes qui sont mutées, on réalise des mastectomies totales. Merci. Merci. Une autre question d'un kiné qui dit recevoir de plus en plus de patientes qui lui sont envoyées avec des prescriptions de rééducation respiratoire, notamment pour de l'apnée et lors des séances de radiothérapie au niveau du sein gauche. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet-là? C'est quelque chose qui est assez technique et qui tient compte à ce qu'on appelle les organes à risque en radiothérapie. C'est-à-dire que quand on fait une irradiation du sein, il arrive que les rayons diffusent à l'intérieur du thorax, puisque ce sont les organes qui nous intéressent là maintenant. Et notamment, quand on fait l'irradiation du sein gauche, il peut y avoir une dose attribuée au cœur. Quand les patients se mettent en apnée, le fait de gonfler la cage thoracique éloigne le cœur de la paroi et diminue le rayon diffusé reçu par le cœur. C'est une technique qui améliore l'écart entre la dose sur la paroi ou le sein que l'on veut traiter et la dose à un organe à risque qui est le cœur. Et donc, effectivement, c'est une situation qui se présente sur les irradiations à gauche. Peut-être que Daniel veut dire un mot.
J'ai trouvé que pour un chirurgien, tu parlais très bien de la radiothérapie et je n'ai rien à rajouter à ton explication qui est claire et lumineuse. Merci Daniel. Merci. La question suivante pour Jean-Claude. Qu'appelle-t-on les signatures moléculaires? Alors, les cancers du sein, et c'était le take-home message que je voulais diffuser au kiné. Le message à ramener à la maison, c'est que la médecine moderne est extrêmement personnalisée. Les cancers du sein sont tous différents et ils n'ont pas du tout le même pronostic. On a donc caractérisé les tumeurs du sein de manière historique par leur aspect quand on les regarde au microscope. Et pour autant, on avait des cancers qui semblaient se ressembler au microscope et dont l'histoire naturelle n'était pas du tout la même. Certains étaient très agressifs et d'autres l'étaient beaucoup moins. Les chercheurs ont travaillé la question et ont étudié les gènes de ces tumeurs. Et petit à petit, ont regroupé un certain nombre de gènes qui sont associés à l'agressivité et d'autres qui ne sont pas associés à l'agressivité, principalement les gènes qu'on appelle de prolifération tumorale. Et l'industrie a mis au point des kits où certains gènes sont analysés de manière conjointe et cela permet de définir l'agressivité et donc le bien fondé ou pas de mettre en balance, par exemple, une chimiothérapie. Est-ce que je suis assez clair? Oui. Moi, je trouve. Est-ce qu'on pose la dernière question? On a le temps, Jean-Claude, sur la spécificité de la rééducation concernant le cancer du sein? 30 secondes. Alors, je vais faire très court. Donc, il était demandé quelle était la spécificité de la rééducation vis-à-vis des cancers du sein. J'ose à peine dire que Jean-Claude Ferrandez vient de commettre pour la 3e fois une réponse excellente à cette question, sous la forme d'un magnifique ouvrage. Et donc, la rééducation, au-delà du cancer du sein, touche principalement 3 grands problèmes, qui sont la prise en charge de la raideur post-thérapeutique, la prise en charge des douleurs en rapport avec principalement la chirurgie, et la prise en charge des œdèmes secondaires à la fois à la radiothérapie et à la chirurgie. Voilà, donc 3 grandes spécificités à la prise en charge des cancers du sein. Jean-Claude, tu veux sûrement rajouter un mot? Non, non, pas du tout. Je suis dans la technique, là. Parce qu'on a une oratrice belge qui n'arrive pas à se connecter. Mais je ne veux pas prendre du temps pour ça. Je vous laisse avancer, c'est très bien. C'est clair, très clair. Merci beaucoup, Jean-Claude. On va passer à la communication suivante, qu'on va qu'on va d'abord honorer de ses lauriers, puisque ça concerne dans la diététique. Et il faut savoir que Valérie et Carole ont été parmi celles dont les questions étaient les plus nombreuses. Vous avez eu plus de 20 ou 30 questions, je crois. Alors, c'est dans tous les sens, au niveau de la culture des gens qui écrivent. Je veux dire par là, ça va certainement des gens qui ont des connaissances en diététique, d'autres en naturopathie, en herbes folles et herbes sèches, donc à des questions un peu loufoques. Mais néanmoins, ça a beaucoup intéressé les kinésithérapeutes, cette histoire de diététique. Et donc, je laisse la parole pour qu'on vous pose la première question, s'il vous plaît. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Peut-on améliorer ou freiner une ostéoporose due à l'hormonothérapie à l'aide de la nutrition? Alors, au niveau de la nutrition dans son ensemble, que ce soit l'alimentation, il faut penser à l'alimentation et activité physique. L'alimentation avec un apport suffisant en calcium et vitamine D, donc calcium avec 2-3 produits laitiers, plus le reste c'est apporté par l'alimentation, et la vitamine D qui peut être apportée par les œufs, le poisson gras et aussi les produits laitiers. Tout ça, pas tout seul, mais en association avec une activité physique d'impact, pourrait freiner un petit peu le risque d'ostéoporose. C'est beaucoup l'activité physique qui va aider. La nutrition, l'alimentation va apporter essentiellement, ça va maintenir le capital osseux. On ne construit plus à partir de l'âge de 20 ans l'os. On le maintient. L'activité physique joue un peu plus un rôle que l'alimentation. C'est pour ça que je parlais de la nutrition dans son ensemble.
Si l'apport vitamine D et calcium n'est pas suffisant, alors la personne pourra être amenée à être supplémentée par un médecin, bien évidemment, avec une prescription médicale. Merci. Merci, bonsoir et merci beaucoup pour votre exposé qui a été très intéressant. Merci. Pour la deuxième question que nous voulions vous poser, c'est à propos du thé vert. Donc, vous parlez de son rôle antioxydant qui pourrait agir négativement pendant le traitement du cancer. Mais est-ce que par ailleurs, il est vrai que le thé vert aurait un bon moyen de prévention sur le cancer? Alors, le thé vert n'est pas défini comme un moyen de prévention du cancer parmi les recommandations avant cancer. En fait, les études sont plutôt hétérogènes concernant le thé vert et en fait, l'Autorité européenne de sécurité des aliments n'a pas permis de donner d'allégation santé pour le thé vert. On sait que son rôle peut être cardioprotecteur éventuellement puisqu'il diminue a priori le mauvais cholestérol et les triglycérides. Mais par ailleurs, il pourra avoir une toxicité hépatique. On sait aussi qu'il empêche l'absorption du fer, puisqu'il faut un écart de 4 heures entre le repas et la prise de thé vert pour que le fer ne soit pas chélaté. Donc voilà, il a différents rôles, mais il n'est pas du tout spécialement intéressant comme un aliment qui a un rôle de prévention du cancer. Merci. Il n'y a pas d'aliment anti-cancer. Non. Il n'y a pas d'aliment anti-cancer. Il faut. C'est ça, oui, bien sûr. La HAS l'a dit, il a vérifié, il n'y a pas d'aliment anti-cancer. Voilà. Aucun. On est d'accord. Alors, une question avec une veine un peu similaire. Si j'ai bien compris, aucune prise de poids, alors je vais vous faire avec le ton pour qu'on comprenne, aucune prise de poids en hormonothérapie versus placebo. C'est un peu boulevard. Concernant le millepertuis, y a-t-il également une interaction quand il est utilisé en massage? Alors, je vais répondre à la première question concernant la prise de poids et le traitement anti-hormonal. C'est ce que rapportent plusieurs études à ce sujet. Il n'y a pas, avec des femmes qui ont été suivies sur plusieurs années, ils remarquent qu'il n'y a pas de prise de poids significative avec un traitement anti-hormonal versus placebo. Il y a une hypothèse qui dit que la prise de poids serait plus liée à des femmes qui ont eu de la chimiothérapie, mais il n'y a pas d'explication de cette prise de poids qu'on peut observer au cancer du sein. Nous, on avait fait une étude également parce qu'on avait fait on avait un programme d'éducation thérapeutique, le programme Active, où on suivait des femmes en surveillance de cancer du sein pendant 3 mois avec 1 fois par semaine de l'activité physique et 4 ateliers diététiques d'éducation thérapeutique. Et on s'était posé la question parce que c'était les femmes nous rapportaient ça et cette crainte. Et au bilan final de cet atelier, on observait que beaucoup de femmes qui avaient mis en place les choses, non seulement pourraient peut-être stabiliser le poids, certaines en avaient peut-être pris. Alors, il y en a qui avaient un traitement anti-hormonal et il y en a qui n'en avaient pas. Donc, on ne voyait pas de différence, en fait, à l'issue de ces 3 mois. Il y avait pas flagrant entre celles qui ne prenaient pas et celles qui prenaient une prise de poids. Par contre, on remarquait, et c'est le point positif qu'il y avait de cette étude-là et de ce programme d'éducation thérapeutique, c'est qu'elle observait que malgré la prise de poids, malgré la prise de traitement anti-hormonal, si on mettait en place les choses, une hygiène de vie globale, de l'activité physique et de l'alimentation, elle voyait qu'elle pouvait quand même perdre du poids pour celles qui souhaitaient perdre du poids. Donc, il faut rester dans l'optique que ce n'est pas une fatalité. On peut certes prendre du poids, comme on peut prendre du poids quand on arrête de fumer ou en ménopause, mais à partir du moment où on met en place les choses, on fait l'activité physique, donc on augmente nos dépenses et on réajuste nos apports, tout est possible. Et concernant le millepertuis, donc je vais répondre. Je rappelle que le millepertuis est un inducteur du cytochrome P3A4 et donc peut donc diminuer l'efficacité du traitement de chimiothérapie. Et il semble que les huiles essentielles utilisées en massage et donc pouvant contenir du millepertuis peuvent pénétrer dans la peau, dans les tissus et donc potentiellement avoir le même effet éventuel que prendre le millepertuis sous forme de tisane. Donc, par principe de précaution, j'aurais plutôt tendance à dire d'éviter aussi les massages avec des huiles essentielles contenant du millepertuis.
Le millepertuis est photosensibilisateur, hein, les radiothérapeutes le connaissent bien. Le millepertuis est photosensibilisateur, donc ça peut augmenter les réactions à l'irradiation. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut mieux éviter pendant le traitement. C'est ça. Merci pour toute cette question justement nutritionnelle. Serait-il intéressant qu'il y ait systématiquement une consultation diététique? Et peut-on aborder le sujet du jeûne? Est-ce qu'il pourrait être délétère pendant la chimiothérapie? Alors, concernant les consultations diététiques systématiques, ce serait bien sûr idéal, mais au vu des effectifs dans les hôpitaux des services diététiques, là, si je prends l'exemple de chez nous, on a 3000 patientes suivies pour cancer du sein chaque année pour un effectif de 4 diététiciennes. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, notre rôle est plus axé sur la prise en charge de la dénutrition. Donc, par contre, pour répondre aux questions de toutes ces patientes, du coup, elles ne sont pas vues en face à face, mais on organise des conférences en fait en ligne, en virtuel, chaque mois, d'une diététicienne et d'un médecin qui répondent à toutes les questions. Et comme ça touche vraiment un public plus large. Et c'est comme ça qu'on répond aux patientes, et avec également des ateliers, on leur propose également des ateliers d'éducation thérapeutique sur différents thèmes. Concernant la nutrition, on a quatre ateliers différents. Donc effectivement, ce serait un idéal, mais les consultations face à face sont très difficiles à réaliser au nombre vu la demande. Et je vais répondre à la dernière question. L'HAS, attendez, le jeûne et l'HAS, lisez l'HAS, les publications de l'HAS. Il y a 2 ans, il y a une publication qui tue clairement le rôle, qui décrit clairement le rôle délétère du jeûne en cours de traitement. Donc là, on est dans l'evidence-based medicine. Référez-vous aux publications de l'HAS il y a 2 ans. Jeûne et cancer. Le jeûne avec un accent circonflexe et cancer. Ça. Exactement. Le réseau NACRE avait sorti son avis d'expertise à ce sujet-là en 2019. Donc, il y a un excellent rapport qui soit en synthèse ou en rapport complet sur le site du réseau NACRE et aussi sur le site de l'Institut national du cancer. Donc, tout est écrit dedans. La question de pendant la chimiothérapie, on se posait la question tout à l'heure si c'était le jour de la chimiothérapie ou pendant la ligne ou la cure. Alors, du coup, on peut répondre aux deux. Très souvent, il y a cet effet, enfin, on jeûne la nuit quand on dort et on jeûne entre les repas quand on ne mange pas. Du coup, les femmes qui ont ces nausées par anticipation, parfois pour la chimiothérapie, n'ont pas le jour même ou peut-être la veille pas trop envie de manger de façon importante. Pour le coup, chacun fait comme il sent, mais bien évidemment, on ne recommande pas le jeûne thérapeutique à visée thérapeutique sur le long terme, qui peut être très délétère. Du coup, pour le statut nutritionnel de la personne, si elle continue à perdre du poids, ça peut être la chimiothérapie peut être plus toxique et puis elle peut être à risque de dénutrition. C'est un facteur indépendant sur le pronostic des patients. Donc, bien évidemment, ce n'est pas recommandé. Je vous recommande d'aller voir le rapport d'expertise très, très intéressant et très riche qui est disponible sur l'Institut national du cancer et sur le réseau NACRE. Merci. Dernière question, on va vous demander de la faire courte. En plus, alors, question d'actualité avec la perte de goût. Pourquoi une perte de goût pendant la chimio? Au bout de combien de temps la patiente peut-elle retrouver son goût? Bon courage. C'est ça. On parle de goût avec la chimio, ça c'est parce qu'il y a des... c'est par rapport à la diffusion des produits sur les muqueuses et qui altère du coup les fonctions, les papilles gustatives, voilà. Après, on retrouve alors ça dépend des protocoles de chimio, des produits de chimio. Certains ont un goût métallique, donc il faut dire qu'il y a un goût cartonné. Ça dépend s'il y a une radiothérapie associée qui souvent potentialise les effets. Donc voilà, après la dysgeusie, la modification du goût, c'est vraiment quelque chose de très pénible pour les patients et qui est très très anorexigène.
Et c'est difficile pour nous parce qu'il n'y a pas vraiment de solution à part leur dire de se rappeler le goût des aliments d'avant, d'exclure ceux qui sont vraiment très modifiés, comme le chocolat par exemple ou la viande rouge, dont les patients décrivent qu'il y a un goût très très métallique. Voilà, souvent l'eau aussi est très mal tolérée par les patients, donc on leur donne des conseils pour l'aromatiser. Mais voilà, donc on leur dit d'adopter une alimentation la plus neutre possible finalement, et la plus enrichie possible, parce que bien sûr ils vont moins manger pendant ces périodes-là, pour essayer de passer le cap. Voilà. Mais globalement, je pense que pour les femmes qui sont sous chimiothérapie cancer du sein, c'est quelque chose qui, voilà, c'est pas quelque chose qui dure sur le long terme comme quelqu'un qui a un cancer ORL. C'est pendant les 3 mois du taxotere, mais ça revient globalement assez. Alors, combien de temps? C'est très. Combien de temps ça revient? Les récepteurs, c'est 2 mois à peu près. Ça dépend de la neurotoxicité des produits. Ouais, ça. Et c'est comme les dysesthésies au niveau palmoplantaire qui peuvent disparaître ou rester permanentes. Donc, c'est la neurotoxicité des produits. Donc, vous avez raison, tout ce que vous avez dit est tout à fait exact, mais c'est un témoin de cette neurotoxicité. C'est ça. Voilà. Et ça peut disparaître parfois rapidement, vous l'avez dit, 2 mois, mais certaines gardent pendant quelques mois encore plus. Mais c'est rare que ça soit définitif. Merci, oui. madame, parce que sinon je vais vraiment me faire gronder sur le timing. Là. Vous vous rendez pas Oui, compte, merci beaucoup. Jean-Claude est en train de foutre le feu à l'autre moitié du pont. Là. Pas du tout, mais tout le monde doit être absolument frustré, évidemment, avec cette formule qui n'a pu être qu'un pis-aller par rapport à tous ces échanges qu'on a quand on se voit pour de vrai et où on a beaucoup plus de temps forcément. Voilà, juste une indication, c'est que le docteur Anne-Mesure ne réussit pas à se connecter à l'endroit où elle est, ne réussit pas à avoir une connexion Zoom. Donc, elle nous entend avec son téléphone, mais malheureusement ne pourra pas intervenir, ce qu'on vient de m'annoncer au niveau technique. Donc, on va lui proposer de répondre sur le forum Acatel aux questions qui ont été sélectionnées d'une part et aux autres qui n'avaient pas été sélectionnées de manière à ce que tout le monde ait son compte de bonnes paroles, si j'ose dire. Voilà. On va bavarder sur la communication de Denis Mater que j'ai lu il y a 20 ans avant de le rencontrer physiquement à Strasbourg. Denis, il va falloir que tu mettes qu'on te donne le micro ou que tu l'actives en bas à gauche, Denis, sur ton ordinateur. Voilà, tu l'as. Donc, Denis Mater, je l'ai lu dans le journal de radiologie il y a plus de 20 ans. Et je dis, mais comment cette personne a été capable de faire en échographie des images des vaisseaux lymphatiques? C'était tellement petit, tellement tenu, tellement frais, c'est incroyable. Et en fait, en lisant son article, il avait une sonde très particulière. Et il s'est trouvé qu'à l'Institut Sainte-Catherine, un angiologue en avait une identique et on a poursuivi les travaux. Mais Denis Mater est, à mon avis, et on vous chercherait la bibliographie, est le seul, non pas à Strasbourg, non pas en France, mais peut-être en Europe ou même au-delà, qui a travaillé en échographie sur ces structures très fines. Donc, Denis, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai eu le plaisir de bavarder et d'échanger avec toi à Strasbourg lors d'une formation sur le cancer du sein. C'est passionnant les images que tu nous donnes, parce que tous les kinésithérapeutes parlent de lymphatique, mais ils n'ont jamais vu. Et, sauf en dissection parfois, ce qui est beaucoup plus rare. Mais en échographie, c'était tout à fait exceptionnel. Voilà, donc je te remercie beaucoup d'avoir été d'accord pour présenter ce très beau travail, ces très belles images. Je laisse à nos collègues le plaisir de t'interroger. Merci pour tes réponses à venir, en tout cas. Bonsoir, Monsieur Mater. C'était très intéressant de voir effectivement tout votre exposé. Les vaisseaux lymphatiques sont-ils plus faciles à observer en échographie que les lymphatiques sains? Je pense que la question, c'est les vaisseaux lymphatiques. Les pathologiques, je suppose, oui. Ça doit être dilaté. Effectivement, voilà. La résolution des sondes d'échographie est d'environ 500 microns et c'est justement le diamètre des collecteurs lymphatiques. Donc, à l'état normal, comme je le dis dans mon exposé, les 2 parois sont accolées et on les voit sous forme d'un trait échogène. Et c'est évidemment plus facile de les voir quand ils sont dilatés parce qu'à ce moment-là, les 2 parois sont séparées l'une de l'autre et on observe une espèce de structure tubulaire. Encore faut-il être bien perpendiculaire à la paroi, mais c'est relativement facile. Et je crois que, évidemment, plus ils sont dilatés, mieux on les voit, ça c'est certain. Et ils ont une paroi qui est extrêmement fine. Merci. Merci. Quel type d'image une lymphocelle donne-t-elle en échographie? Alors, je vous invite à vous reporter à la dia numéro 31, c'est l'avant-dernière de ma présentation. C'est une collection liquide qui est épanchée sans paroi, puisque quand les lymphatiques sont rompus ou éclatent,
ou sont blessés par une blessure, qu'elle soit traumatique ou chirurgicale, la lymphe s'épanche lentement dans les tissus. Et elle s'épanche en s'infiltrant un peu partout, entre les structures, en dessous, au-dessus, même en passant par les petits orifices des vaisseaux dans les fascias. Donc c'est une structure qui est liquidienne, complètement liquidienne, et dans laquelle le diagnostic est fait parce qu'on retrouve justement des petits vaisseaux lymphatiques, comme je le montre sur la diapo numéro 31. Merci. Est-ce que l'échographie est un instrument qui pourrait être prédictif sur la réduction des œdèmes, par exemple en mettant en évidence la proportion de liquide par rapport au tissu fibreux? Alors là, c'est la diapo 14 qui vous intéressera, puisque tout ce qui est liquide, on le voit extrêmement bien et on peut le comprimer. Il faut prendre son temps parce que tout ce qui est liquide dans les lymphatiques, ça circule extrêmement lentement, d'autant plus qu'il y a souvent des valves et que c'est élastique, donc on appuie lentement dessus. Et c'est vrai que c'est un instrument prédictif au moins de la quantité de volume qu'on arrive à réduire par la compression élastique. Et ça, je crois que c'est très important. Parce que si vous regardez par exemple la diapo 14, qui est celle où il y a un lymphodème primitif, d'une part, on ne voit pas du tout de structure liquide parce qu'il n'y a pas de lymphatique. C'est un lymphodème dans lequel il y a une atrésie des lymphatiques et donc il n'y a pas de structure contenant du liquide. C'est simplement une espèce d'infiltration. Alors, est-ce que c'est de la fibrose ou est-ce que c'est simplement de l'œdème? L'échographie ne peut pas le dire. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans ce cas-là, la compression ne va pas être aussi efficace que s'il y a de grandes structures liquidiennes dont la compression est extrêmement efficace, notamment dans les pathologies inflammatoires où je pense qu'il faut recommander l'apport au membre inférieur quand c'est un érysipèle, il faut recommander le port d'une contention élastique pour limiter le risque de lymphodème secondaire parce qu'une fois que les lymphatiques ont été dilatés, comme leur paroi est élastique, eh bien, ils ne reviennent jamais à un volume normal. Ils ont tendance à se redilater très rapidement ensuite. Donc, c'est bien un instrument prédictif sur la réduction du volume des œdèmes quand on voit une grande quantité de liquide dans les canaux lymphatiques. Merci bien. Faut-il préconiser une échographie à chaque patient présentant un lymphœdème? Alors, je crois que c'est intéressant parce que dans la mesure où on voit qu'il y a des canaux lymphatiques dilatés ou tout un réseau lymphatique dilaté, on sait que la compression va être efficace. Mais ça n'a un intérêt que pour ça. Et on sait très bien que dans un lymphœdème, on ne revient pas en arrière. Une fois que les lymphatiques ont été dilatés, je ne crois pas qu'on ait encore réussi à trouver une solution pour que le lymphatique ne se redilate pas une fois qu'on supprime la compression. Mais quand même, pour le confort des patientes, c'est intéressant et ça permet de leur donner un petit peu d'espoir en leur disant « chez vous, il y a des lymphatiques dilatées, donc il y a une chance pour que les massages, les drainages, la compression est un résultat intéressant sur votre lymphœdème. » Par contre, si, comme sur la diapo que je présente, c'est un lymphœdème primitif, il y a beaucoup moins de chances que la compression ait un résultat sur le volume du membre. Je crois que c'était la dernière question. Oui, merci beaucoup. C'est ça. Oui. J'en profite pour dire trois choses. La première, c'est que les vidéos que vous avez regardées les uns les autres, tous ceux et toutes qui nous écoutez, sont encore disponibles, et ce jusqu'à lundi matin. Donc, sur les commentaires que Denis a réalisé sur ces numéros de diapositives, vous pouvez encore vous y référer, et je pense que c'est une chance pour vous de vous les laisser encore quelques jours. Il y a pour moi, en tout cas, une chose qui est extrêmement intéressante à retenir en termes de pratique kinésithérapique, c'est cette notion que chez le sujet sain, quand le lymphatique est sain, les parois sont accolées l'une contre l'autre, ce qui signifie ce que l'on sait depuis pas mal de temps finalement pour d'autres raisons, c'est qu'à l'état de repos, dans les zones saines du membre supérieur, les lymphatiques sont vides. Ils sont donc vides ou quasi vides, avec un débit qui est de l'ordre de 1/10 de millilitre à l'heure, c'est-à-dire rien du tout. Et de cela, on peut tout à fait affirmer une fois de plus que les techniques de drainage qui sont réalisées à distance de l'œdème n'ont pas d'intérêt parce qu'aucune efficacité. Voilà ce que je voulais dire pour rebondir sur certaines techniques de kinésithérapie. Et alors, on a le grand plaisir d'avoir vu apparaître Anne Le Sur, qui est tombée du ciel, merveilleuse enfant de la région Nancy, voilà, au Luxembourg en ce moment. Et donc, on va pouvoir poser les questions à Anne. Donc, nos deux interlocuteurs, nos deux questionneurs, et on n'est pas à l'époque de l'Inquisition, vont te poser quand même quelques questions. Merci Anne d'avoir réussi dans ton château où tu as atterri à te brancher. Bonsoir